Bonjour, voici mon résumé de l'actualité spatiale de février 2020. L'activité spatiale est restée soutenue avec 8 lancements, malgré la diminution des lancements chinois pour cause d'arrêt des installations suite au coronavirus. On commence avec l'ISS et le départ de la moitié de l'équipage qui a battu des records. Le 5 février, Luca Parmitano a laissé le commandement de la Station spatiale internationale au Russe Oleg Skripochka. Le 6 février, l'astronaute de l'Agence spatiale européenne, Krystyna Koch et Alexander Skovsgors ont pris place à bord du Soyouz MS-13. Ce vaisseau était arrivé avec les deux hommes le 21 juillet 2019 à l'ISS. Le troisième membre de ce vaisseau, Andrew Morgan, est resté dans la station. Krystyna Koch a pris sa place car elle n'était pas rentrée sur Terre avec son équipage de départ. En effet, la rotation des équipages avait été modifiée suite à la mission courte de 8 jours du premier astronaute émirati en septembre 2019. Krystyna Koch vient de passer 328 jours dans l'ISS. Elle devient à ce jour la première femme ayant séjourné dans l'espace en une seule mission. Elle est devenue la 7e personne de l'histoire spatiale en durée en un seul séjour, derrière 5 Russes et un Américain. Elle a réalisé pendant sa première mission 6 sorties spatiales, dont la première, 100% féminine, avec Jessica Meir en octobre 2019. Elle a surtout participé à plus de 210 expériences scientifiques dans la station. Alexander Skovsgors et Luca Parmitano ont passé quant à eux 200 jours dans l'ISS. Avec cette deuxième mission, Luca a passé au total 366 jours dans l'espace, le mettant à la première place des astronautes européens en temps cumulé à ce jour. Il a effectué 4 sorties spatiales difficiles pour la rénovation du spectromètre AMS-2 pendant cette mission. Avec ces 4 sorties ajoutées aux 2 effectuées lors de la première mission, Luca est devenu le recordman européen des heures cumulées en sortie dans l'espace avec 33 heures et 9 minutes. Plus de détails sur les missions de Krystyna Koch et Luca Parmitano dans les articles dont les liens sont dans la description bien sûr. Le premier cargo de ravitaillement de l'année a décollé le samedi 15 février. Le lanceur Antares a largué le cargo Sinus NG-13 9 minutes après le décollage. Le cargo a rejoint la Station spatiale internationale le 18 février. Comme à l'accoutumée pour les cargos de Northrop Grumman, le Sinus portait le nom d'une personne de l'histoire spatiale. Le NG-13 était dédié à Robert H. Lawrence, major de l'US Air Force. Lawrence a été le premier afro-américain à être sélectionné en 1967 comme astronaute dans le programme spatial américain. Mais il n'a pas volé dans l'espace car il s'est tué dans un entraînement en avion la même année. Le SS Robert Lawrence a apporté un peu moins de 3 tonnes 4 de matériel à l'ISS, dont 1 tonne pour les expériences scientifiques. Parmi ces équipements, il y a le premier microscope électronique à balayage portable au monde. 3 satellites étaient aussi à bord, 2 CubeSats qui seront déployés depuis l'ISS et un mini-satellite de 100 kg pour la DARPA, l'agence américaine des projets de défense avancés. Le Sinus NG-13 quittera l'ISS vers le 11 mai. Avant de se désintégrer dans l'atmosphère, une expérience de combustion sera déclenchée à bord du vaisseau pour voir comment les flammes se propagent en microgravité. Il s'agit de la 4e expérience de ce type à bord d'un cargo Sinus. Pour la sécurité des équipages, ce type d'expérience n'est évidemment pas réalisé à bord de l'ISS. Pour terminer avec l'ISS, une annonce rare a été faite le 19 février. L'équipage du prochain Soyouz à rejoindre la station a été modifié. Les 2 cosmonautes remplaçants, Anatoly Ivanishin et Ivan Wagner, monteront dans le Soyouz MS-16 à la place d'Andrei Babkin et Nikolai Tikhonov, ce dernier étant blessé. L'Américain Chris Cassidy est maintenu. Leur décollage est prévu à ce jour le 9 avril. Jeudi 6 février, Arianespace a effectué le premier d'une série de 20 lancements prévus sur Soyouz pour la mise sur orbite de la constellation OneWeb. Ce lancement a été effectué depuis le cosmodrome de Baïkonour. Cela faisait 7 ans que Starsem, la filiale d'Arianespace pour les lancements depuis le Kazakhstan, n'avait pas effectué de mission. 34 satellites OneWeb ont été déployés à 450 km d'altitude et devraient rejoindre leur orbite opérationnelle à 1200 km grâce à leur propulsion électrique. 6 premiers satellites de test avaient été déployés en février 2019. Cette nouvelle constellation de satellites de télécommunications en orbite basse doit compter à terme 648 satellites. D'autres lancements sont prévus cette année à la fois depuis Baïkonour et depuis la Guyane. Les télécommunications avec ce nouveau service devraient commencer dès 2020 au-dessus de l'Arctique et plus globalement en 2021. Dimanche 9 février, on apprenait la tentative de lancement de la fusée iranienne Simorgh.
L'apogée de 540 km aurait été atteinte, mais pas la vitesse suffisante pour la mise sur orbite du satellite Zafar 1. C'est le troisième échec depuis 2017 pour l'activité spatiale iranienne avec ce lanceur. Ils n'ont réussi jusqu'à présent qu'un lancement suborbital avec Simorgh. Le 9 février encore, le Japon a réussi son premier lancement de l'année avec une H2A. Le satellite IGS Optical 7 a été déployé 21 minutes après le décollage. Il s'agit d'un satellite espion pour le gouvernement japonais. On n'a pas plus d'informations. C'est le 18e satellite de collecte d'informations, mais 2 ont été perdus avec la perte du lanceur en 2003. Lundi 10 février, c'est la mission Solar Orbiter de l'ESA qui a décollé à bord d'une fusée Atlas 5. Cette mission scientifique européenne avec une participation de la NASA va étudier le Soleil. Elle va compléter la mission américaine Parker Solar. Solo devrait faire des images inédites du Soleil et notamment de ses pôles. Pour y arriver, Solo va faire un premier survol de Vénus en décembre pour ajuster sa trajectoire. D'autres assistances gravitationnelles sont prévues ensuite pour incliner l'orbite. Depuis le décollage, 8 des 10 instruments scientifiques ont été allumés pour vérifier leur bon état de fonctionnement suite aux vibrations rencontrées au lancement. Et tout va bien. Pour plus de détails sur Solar Orbiter, il y a un article détaillé sur le blog, voir le lien dans la description, et aussi une vidéo du satellite que j'avais pu voir avant son départ pour la campagne de lancement en octobre dernier. Le lien en haut à droite. SpaceX a lancé le 5e lot de ses satellites de télécommunications Starlink en orbite basse le lundi 17 février. Le booster du premier étage en était à son 4e vol, il n'a pas été récupéré. Il aurait rencontré des vents violents lors de la descente et le calculateur de bord a décidé de faire plonger le booster dans l'eau plutôt que d'endommager la barge selon un responsable de SpaceX. C'est le premier échec d'une tentative d'atterrissage depuis 2016. Il n'y a pas eu de tentative annoncée de récupération des coiffes. Avec ces 60 nouveaux satellites qui seront à terme à 550 km d'altitude, c'est désormais 300 Starlink qui sont sur orbite. Et les astronomes ne sont pas contents, car cela perturbe déjà leurs observations et craignent davantage d'interférences avec les 12 000 satellites prévus au final. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog pour un article dédié. Mardi 18 février, deuxième lancement réussi de l'année pour Ariane 5. Le satellite JCSat 17 a été séparé du lanceur environ 28 minutes après le décollage. JCSat 17 est un satellite de télécommunications japonais fabriqué par Lockheed Martin. À l'intérieur, un processeur de mission reprogrammable qui permet d'ajuster la mission du satellite en fonction des besoins de l'opérateur. Il assurera notamment des télécommunications mobiles en 5G. Puis à 31 minutes de vol, c'était au tour du satellite GeoCommSat 2B d'être largué. C'est un satellite d'observation des environnements marins autour de la péninsule coréenne, des écosystèmes dédiés à la pêche, l'étude des aérosols dans l'atmosphère et de la qualité de l'air en Corée. Construit et opéré par l'agence spatiale sud-coréenne le KARI, il emporte 2 instruments dont l'un a été fabriqué chez Airbus Space à Toulouse. Après une grande pause de 1 mois, la Chine a repris ses lancements le mercredi 19 février avec une longue marche 2D qui a placé 4 satellites d'expérimentation technologique appelés XJSC, D, E et F. On n'en sait pas plus, sauf qu'il s'agirait de satellites qui seront principalement utilisés pour tester de nouvelles technologies d'observation de la Terre selon l'agence de presse officielle chinoise. Le 20 février, une Soyouz a placé sur orbite très elliptique dite de Molnia le satellite Méridien M pour le compte du ministère russe de la Défense. C'est le 9e satellite de la constellation Méridien qui vient remplacer les satellites Molnia qui ont donné le nom à cette orbite très particulière. Les satellites en orbite Molnia permettent des télécommunications pour les zones très au nord de la Russie, en Arctique et sur la mer du Nord, hors de portée d'une couverture de communication stable via des satellites géostationnaires classiques au-dessus de l'équateur. Le 25 février, un petit satellite, MEV-1, s'est amarré pour la première fois un satellite commercial, Intelsat 901, en orbite quasi géostationnaire. MEV-1 avait décollé en octobre dernier à bord d'une fusée Proton. Le remorqueur de l'espace s'est amarré au satellite de télécommunication en fin de vie et sur une orbite cimetière à environ 300 km au-dessus de l'orbite géostationnaire située à 36 000 km d'altitude. Après des tests, Intelsat 901 devrait revenir dans la flotte opérationnelle d'Intelsat en avril. MEV-1 devrait fournir 5 ans d'extension de vie au satellite commercial avant de le ramener sur l'orbite cimetière des satellites géostationnaires. Plus de détails sur cette première historique et le futur de ces remorqueurs de l'espace dans l'article dont le lien est dans la description. Pour finir, allons faire un tour vers l'étoile supergéante rouge Betelgeuse. Depuis quelques mois, les astronomes avaient constaté le déclin de sa luminosité.
L'origine exacte n'est pas déterminée actuellement et en plus elle est de nouveau un peu plus brillante depuis quelques jours. Mais comme j'ai réalisé une interview de l'astronome qui a révisé ces clichés, je ne pouvais pas ne pas faire la pub de mon article. Donc comme d'habitude, allez voir le lien dans la description. Voilà, c'est fini pour cette actualité spatiale de février. N'oubliez pas d'aller voir d'autres articles non abordés dans cette vidéo sur mon blog. Je voudrais remercier les personnes qui vont voir quelques pubs sur YouTube pour m'aider ou qui font des dons sur Tipeee, comme Nathan dernièrement. Merci aussi à Mathieu, fidèle supporter sur les réseaux sociaux et YouTube. J'espère vous faire une vidéo d'ici peu de ma visite à l'ESOC. En attendant, n'oubliez pas, continuez de rêver.